Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Elisabeth Borne a présenté hier sa feuille de route pour les 100 jours qui viennent, écologie, travail, santé, éducation. Est-ce qu'il y a un point sur lequel elle vous a convaincu ? Non, pas vraiment, non. Alors déjà, elle ne m'a pas convaincu sur une chose, c'est qu'on voit bien que tout ça vise à dire que la réforme des retraites, c'est derrière. Voilà, c'est oublié, les Français peuvent continuer à manifester, à protester. On peut continuer, puisqu'on va le faire début juin, à travers une niche parlementaire. Vous savez, une niche parlementaire, c'est là où les groupes peuvent proposer des lois. Du groupe Lyotte, une proposition d'abrogation de la réforme. Que les Insoumis voteront ? Non seulement ils la votent, mais nous la signons. Moi, je l'ai co-signé, donc bien évidemment. Donc tout ça vise à dire, bon, écoutez, on passe à autre chose. Bon, enfin, elle est bien gentille, elle décide de passer à autre chose seule. Monsieur Macron décide de passer à autre chose seul. Sauf que les Français, dans leur très grande majorité, si on en croit les études d'opinion, les gens qui manifestent ne supportent toujours pas le fait et ils ont raison, le fait de devoir travailler 2 ans de plus. Donc vous dites la bataille, le combat contre la réforme continue dans la rue jusqu'à quand ? Jusqu'à le fait d'essayer de faire en sorte que cette réforme ne soit pas appliquée. Donc déjà, je vous ai donné une borne. Par exemple, début juin, on verra. Moi, je pense qu'il y a une chance que cette proposition de loi passe. C'est une niche, donc après, c'est compliqué, il faut que ça aille aussi là, mais ça serait un fait politique. Donc nous, on va mener la bataille jusqu'au bout. Donc ça, c'est une première chose. Alors, deuxième chose, dans les annonces, il y a déjà une série d'annonces recyclées. En 100 jours, il y a beaucoup de communication. On nous parle du travail, on nous parle des conditions de travail, mais par contre, par exemple, jamais on nous parle de la question des salaires qui ne suivent pas l'inflation. On nous parle d'industrie verte, mais dans le même temps, on nous explique qu'on va baisser toutes les dépenses publiques dans les années à venir. Je crois qu'on y viendra en deuxième partie. On va parler de la dette tout à l'heure. Donc tout ça sent plutôt la communication, la propagande et le fait d'habiller ce que M. Macron a donné comme feuille de route à Mme Borne pour essayer de sauver son gouvernement, c'est-à-dire 100 jours. Bon, moi, je continue à dire que 100 jours, ça m'évoque plus Waterloo que Sterlis, donc on verra bien. Hier, un report a été annoncé, celui de la loi immigration. Ce sera finalement pour l'automne, a dit la Première ministre. Est-ce que c'est un aveu d'échec du gouvernement ou un signe d'apaisement ? C'est un aveu d'échec, mais je préfère ça plutôt que d'accélérer une loi d'ici l'été, comme le demandait M. Macron. C'est un échec, puisque M. Macron a dit si le 14 juillet... ce n'est pas fait, si ce n'est pas fait avant l'été, ça n'aura pas lieu. C'est ce qu'il a expliqué. Donc manifestement, on est plutôt parti là-dessus. Mais d'un autre côté... C'est un geste d'apaisement parce que justement, elle a compris que le contexte, il n'était pas favorable. Le contexte n'est pas favorable. Et puis, moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée d'utiliser la question de l'immigration comme sujet pour faire oublier la question des retraites, la question du pouvoir d'achat et redéplacer le terrain vers, disons, un terrain idéologique plus droitier, voire favorable à l'extrême droite. Vous auriez voté la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension ? Vous auriez pu voter cette partie-là ? La régularisation des travailleurs sans papier, nous la votons. Mais par contre, l'idée que chaque année, on révisera ce système, par exemple, avec quelque chose qui ne peut pas fonctionner, je vous le dis à l'avance. Par exemple, il y avait l'idée que donc vous travaillez 1 an et puis, au bout de quelques mois, on vérifie si on va continuer à vous donner un titre de séjour. Bon, quand vous regardez l'embouteillage qui, au niveau des préfectures, ne serait-ce que pour renouveler ces papiers, en Seine-Saint-Denis, c'est absolument terrible, je vous assure que tout ça n'est pas efficient. Donc, il faut régulariser tous les gens qui travaillent dans ce pays parce qu'ils contribuent à la richesse et en plus... Et ceux qui ne travaillent pas ? Déjà, ça va faire une grosse partie en régularisant ceux qui travaillent. Oui. Tous ceux qui travaillent ou ont travaillé en France. Par là, ceux qui travaillent ont le droit évidemment de vivre en France et surtout ils ont le droit de faire quelque chose qu'ils réclament, c'est-à-dire le fait d'avoir des contrats de travail, d'avoir des salaires, d'avoir des papiers légaux, de façon à ne pas baisser le coût du travail, parce que c'est ça aussi dont il est question, dans les secteurs qui les emploient. Voilà, je pense que non seulement c'est une revendication nécessaire pour eux, mais quand ils revendiquent ça, en réalité, ils revendiquent ça pour tous les travailleurs de ce pays. Éric Coquerel, le gouvernement est prêt à reprendre l'accord signé entre les partenaires sociaux qui oblige donc toutes les entreprises de plus de 10 salariés à verser obligatoirement de la participation ou de l'intéressement dès lors qu'ils font des bénéfices. Vous dites c'est bon à prendre ? Écoutez, même les syndicats qui l'ont signé, j'en ai parlé il y a quelques temps avec Laurent Berger, trouvent que c'est vraiment très timide. Ils l'ont tous signé quand même, sauf la CGT. Oui, je vous dis ce que disent les syndicats. Et ils ont demandé au gouvernement de reprendre plutôt ce qu'ils avaient signé. D'abord parce que c'est laissé quand même au bon vouloir du chef d'entreprise, de la discussion, la manière dont ça peut se faire. Et deuxièmement parce que ça laisse de côté un pan entier. C'est-à-dire que, en gros, c'est un partage de la valeur ajoutée qui se fait toujours à travers des primes et non pas des augmentations de salaire. Le problème quand vous augmentez la part de la valeur ajoutée, le partage des richesses via les primes,
c'est que non seulement c'est pas des salaires, donc c'est pas pérenne, mais en plus de ça, il n'y a plus de salaire socialisé, il n'y a plus de cotisation. Quand il n'y a plus de cotisation et plus de salaire socialisé, vous avez des trous dans la sécurité sociale, aux retraites, et donc vous appauvrissez nos mécanismes de solidarité. Et pour le donc, salarié, c'est bon à prendre, c'est de l'argent, malgré tout. Oui, alors on peut se dire ça d'un côté, mais de l'autre côté, si vous prenez de l'argent, mais que vous n'avez plus cette part socialisée de vos salaires, en réalité, vous appauvrissez de l'autre côté. Vous appauvrissez parce qu'on vous dit au bout d'un moment, il n'y a plus assez pour les retraites, il n'y a plus assez pour vous soigner. Mais est-ce qu'on peut, à longueur d'année, regretter qu'il n'y ait pas de dialogue social en France et quand il y a un accord conclu avec la quasi-unanimité des partenaires sociaux, dire il n'est pas terrible cet accord? Ah oui, je crois qu'on peut dire les deux, bien sûr. On peut dire les deux. Et d'ailleurs, les syndicats le disent. Encore une fois, les syndicats que vous citez le disent. Ouais. Ils disent, on l'a signé parce qu'on estime qu'il y a un petit mieux et que notre façon de travailler, c'est d'accepter les petits mieux. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ça renverse le problématique de partage des richesses dans ce pays, qui est que depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de pourcentage des revenus de la richesse nationale qui partent vers les revenus du capital et non pas les revenus du travail. Ça, c'est un problème fondamental et qui, en plus de ça, font en sorte que les salaires ne suivent pas l'inflation et perdent, j'allais dire, la part de salaire socialisé dont je parlais tout à l'heure, avec toutes les conséquences que ça a. Les salaires des professeurs aussi vont être revus à la hausse à partir de la rentrée, entre 100 et 230 euros net à partir de septembre, et même jusqu'à 500 euros pour ceux qui travaillent un peu plus. Là, c'est une bonne nouvelle. C'est pas les salaires, justement. C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que vous reprenez vous-même. Justement, c'est pas les 100 à 200, les rémunérations. Les 100 à 230 euros, c'est du salaire. Alors, non. Il y a une partie. Le salaire, c'est les 3,5% de revalorisation de l'indice que dont tous les fonctionnaires vont bénéficier, qui ne va pas revenir sur les 20 points qui ont été perdus depuis plusieurs années, ni même être à la hauteur de l'inflation. Ça, c'est les salaires. Les 100 euros, tels qu'on le voit sur le site du ministère, c'est des primes, différentes primes qui vont être faites, donc qui, là aussi, ne participent pas, par exemple, à la retraite des enseignants. Donc, on est sur des primes. Et alors là, pour les 500 euros, c'est pire que tout, puisque là, on est en train de dire aux enseignants, en réalité, si vous voulez gagner plus, il faut travailler plus. Moi, 2 heures de plus par semaine, ça ne mérite pas 500 euros. En première échelle, c'est 2 heures de plus. Et puis, il y a un deuxième cran pour essayer d'atteindre 500 euros. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est que moi, je pense que les enseignants, il faut plus les payer aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'on a, au niveau de l'OCDE, on est dans les pays qui avons la moins bonne paye? Je crois que tout le monde le sait aujourd'hui en France parce qu'on le répète sur cette antenne très régulièrement. Et ce qui fait qu'on ne trouve pas les enseignants. Parce que, bon, c'est un métier difficile, c'est un métier qui prend beaucoup d'heures de travail, c'est un métier qui est mal rémunéré, notamment au milieu de carrière. C'est quand même incroyable que des enseignants soient payés un peu plus de 2 000 euros net au milieu de carrière. Et donc tout ça fait que les gens n'y vont plus, ce qui fait qu'il manquait 2100 postes l'an dernier d'enseignants, 2100 postes en moins que l'année précédente. Donc si on veut revaloriser réellement le salaire des enseignants, il faut mieux les payer en salaire. Les syndicats estiment que pour revenir sur la perte de pouvoir d'achat qui a été cumulé depuis des années, il faudrait 1 000 euros par mois pour tous les enseignants. Voilà la réalité. Éric Coquerel, président La France Insoumise de la Commission des finances de l'Assemblée, l'invité de France Info jusqu'à 9h, il est 8h41. Sophie Echen pour le Fil Info. Elisabeth Borne veut des baisses de prix concrètes dans les rayons d'ici la fin du mois de juin. Invitée sur France 2 ce matin, la Première ministre attend notamment que les industriels répercutent la baisse du coût des matières premières dans les tarifs proposés à la grande distribution. Une enquête ouverte à Paris après la mort d'un homme et d'une femme percutés par le métro la nuit dernière. Selon la RATP, ils sont volontairement descendus sur les voies alors qu'une rame arrivait dans la station. Joe Biden se sent bien et il est enthousiaste quant à la perspective de sa réélection à la tête des États-Unis l'année prochaine. À 80 ans, le président américain balaye les questions sur son âge face à l'inquiétude de ses électeurs. S'il l'emporte, Joe Biden aura 86 ans à l'issue de son second mandat. Emmanuel Macron attendu dans le Doubs aujourd'hui, au fort de Joux, près de Pontarlier. Le chef de l'État commémorera la fin de l'esclavage en France il y a 175 ans. Les manifestations sont interdites dans le secteur. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. La CGT Énergie menace de couper le courant lors de grands événements comme Roland-Garros ou le Festival de Cannes. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Bon, c'est pas à moi de juger ce que décide un syndicat, mais ça ne me scandalise pas.
Ils ont le droit de le faire. Comme moyen de lutte. Vous C'est dites- très bien que c'est symbolique. Déjà, c'est symbolique. C'est par rapport à des événements qui ne sont pas vitaux. Ils ne proposent pas de couper l'électricité par rapport à des choses vitales. Donc, qu'à un moment déjà donné, de arrivé manière dans des symbolique, cliniques. le courant soit coupé à tel ou tel endroit pour rappeler que sans les travailleurs, il n'y a pas d'électricité et qu'il serait bien de continuer à faire en sorte qu'ils aient des retraites et puissent partir au travail en bonne santé, je trouve que ça ne me scandalise pas. Donc vous les soutenez dans leur démarche ? Oui, je soutiens les syndicats dans leur démarche. Oui. Et Elisabeth Borne disait tout à l'heure sur France 2 vouloir rencontrer les syndicats début mai, soit juste après la grosse mobilisation du 1er mai. Est-ce que les syndicats doivent se rendre à Matignon pour se remettre autour de la table et négocier ? Mais là encore, je n'ai pas à parler au nom des syndicats. Voilà. Pour l'instant, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a le 1er mai, c'est historique. 1er mai unitaire, ça n'est pas arrivé depuis des années, donc ça va être très massif. Il y a une mobilisation qui continue de tous les syndicats, de toute l'intersyndicale, vraisemblablement comme ça jusqu'à fin mai, puis après ils font un bilan. Bon, est-ce que les syndicats après iront continuer à discuter ou pas sur ce que met sur la table Madame Borne ? C'est à eux de le décider, c'est pas moi qui vais le décider à leur place, ni même le commenter d'ailleurs. Sur ceux qui manifestent en accueillant des ministres ou le chef de l'État avec des casseroles, Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, a eu cette phrase, je le cite, ceux qui peuvent se permettre en plein après-midi d'aller accueillir des ministres de 14h à 18h, a priori, ce n'est quand même pas les Français qui travaillent, qui ont des difficultés au quotidien pour boucler leur fin de mois. Écoutez, je veux dire, si c'est la conclusion qui est prise par Gabriel Attal, franchement, c'est pas à la hauteur. D'abord, il y a des gens qui sont à la retraite quand même dans ce pays encore qui peuvent bénéficier de retraite avant que cette réforme s'applique et être en bonne santé. Donc ça peut permettre à des gens d'aller taper sur des casseroles. Il peut y avoir des étudiants et autres. Le fait qu'il y ait des gens qui ne travaillent pas dans ce pays et qui aient le droit de se mobiliser, je trouve ça plutôt sain. Et je pense que c'est d'ailleurs les premiers intéressés qui manifestent. Et la plupart des casserolades... Vous l'avez fait, les casseroles. Oui. La plupart des casserolades se passent le soir ou se passent le matin lors des visites de ministres et rarement en journée. Donc, je trouve que c'est une mauvaise polémique. Vous savez, la casserolade, ça remonte à 1830. Oui. C'est-à-dire que c'était les gens qui estimaient qu'ils n'arrivaient plus à se faire entendre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le droit de vote ou très peu de droit de vote. Donc, c'était une manière de se faire entendre. Et c'est pourquoi, à nouveau, est utilisé dans ce pays, comme ça l'a été en Amérique latine, parce que les gens, et ils ont raison, ont l'impression que même si majoritairement ils sont opposés à cette réforme, ils ne se font pas entendre. Je trouve que c'est une manière de rappeler aux ministres que rien n'est réglé dans ce pays. Éric Coquerel, le gouvernement veut s'attaquer à la dette, promet de la faire passer sous les 3% de déficit d'ici à la fin du quinquennat. Est-ce qu'il a raison de dire 3 000 milliards d'euros de dette, ça suffit ? On ne peut pas vivre à crédit comme ça pendant des décennies et en faire supporter le poids à nous et à nos enfants. Moi, je pense qu'il part sur une logique qui devrait être inversée. C'est-à-dire que, en gros, l'idée, c'est de se dire, voilà, il faut réduire la dette et puis on adapte les budgets après. Moi, je pense qu'il faudrait faire l'inverse. Il faudrait partir des besoins. Vous parlez d'une dette, par exemple. Moi, la dette qui me fait le plus peur pour nos enfants, c'est pas la dette financière. La dette financière, je vais peut-être vous choquer, mais par exemple, la dette Covid, on pourrait très bien décider, comme ça a été fait dans le passé, et moi, c'est ce que j'ai d'ailleurs proposé, c'est la dette détenue par les banques centrales, qui n'est pas sur les marchés, on pourrait proposer de l'annuler. Ça représente combien si on annule la dette Covid ? C'est 20% de notre dette totale. Donc 20%, de 3 000 milliards, 600 milliards d'euros. 600 milliards, on annule 600 milliards d'euros. Je vous rappelle que 600 milliards, pour rassurer les gens qui nous écoutent, c'est pas remboursé sur un an. C'est remboursé sur 7 à 8 ans. Au fil de l'eau, oui. Alors, et donc, pas peur avec des sommes. On les annule. Pourquoi on l'annule ? Parce que cette dette-là elle a été créée de manière exceptionnelle pour faire face au Covid, comme il y a eu des dettes dans le passé qui ont été faites pour des guerres et autres, et ça aurait pu être annulé. Mais la dette pas le choix. Covid, elle n'est pas uniquement détenue par les banques centrales. Aujourd'hui, quand on regarde... La dette Covid, celle qui a été décidée par la Banque Centrale Européenne à peu près à hauteur de 20% des banques, la particularité, ça a d'ailleurs dérogé au traité, comme quoi on peut déroger au traité, c'est on déroge bien, puisque les 3%, on les a oubliés depuis 3 ans. Contrairement aux autres 80%. Mais vous pensez que les investisseurs continueront à nous prêter... Attendez, je reviens sur le sujet. Si je vous dis ça, c'est qu'une dette financière, c'est quelque chose que l'on peut décider politiquement de manier. On peut décider de l'étaler plus dans le temps. On peut décider, de l'annuler. On peut décider de faire un moratoire. On peut décider aussi, de toute façon, ce qui sera fait, de ne jamais rembourser le stock. On sait qui c'est la France ou c'est l'Europe. On ne rembourse jamais le stock d'une dette. On rembourse les intérêts. Et on a tellement de personnes qui veulent prêter aux États, parce que, in fine, c'est quand même très intéressant, que la dette se renouvelle sans arrêt. Donc tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'elle est beaucoup moins importante qu'une autre dette qui est la dette écologique. Celle-là, elle n'est pas annulable. Donc moi, je propose de partir des besoins
en termes de transition écologique, en termes par exemple de ce que le chef de l'État a annoncé pour les hôpitaux publics, pour l'éducation nationale. Il y a aussi un plan, vous savez, programmation militaire pour la défense. Et à partir de là, de voir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait en termes de déficit? Est-ce que vraiment c'est absolument décisif de revenir à 2,7% de déficit en 2027, mais aussi ce qu'on fait en termes d'impôts? Parce que là où le gouvernement, véritablement nous met dans le mur, et le mur, c'est la baisse des dépenses publiques, c'est qu'il dit que dans le même temps, on ne reviendra sur aucun des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches. Donc, on réduit les déficits publics, les dépenses publiques, c'est la seule chose qu'il propose. Et donc, je ne vois pas comment on va mettre en place, par exemple, je repose ma question. Comment vous annulez la dette Covid? Ah mais ça c'est s'il y avait une décision c'est au niveau européen, on est bien d'accord. Même si donc il faut l'unanimité des 27. Oui, là je vous disais, il y a des pays, vous savez très bien, l'Allemagne dira jamais oui à ça par exemple. Eh bien, on pourrait prendre des mesures au niveau unilatéral, mais le débat, c'est pas le débat que je veux porter là. Si, c'est le débat puisque vous dites on devrait annuler la dette Covid et prendre la démarche. Je dis que ça pourrait être une solution pour montrer qu'une dette financière c'est moins important. Oui. Que la dette que nous subissons tous et que nous augmentons, qui est la dette concrètement, écologique. C'est impossible à faire, à réaliser. Mais votre raisonnement ne marche pas. Pardon. Si, c'est possible à réaliser. On pourrait le décider. Encore une fois, ça a été fait par le passé. La France pourrait au moins le défendre au niveau européen. Ce n'est pas ce qui a été fait. Donc voilà, je vous le dis. Et s'il n'y a pas d'accord des 26 autres pays européens, avoir cette politique-là, maintenant, ça n'a pas été fait. Donc je vais revenir, comme ça n'a pas été fait. S'il n'y avait pas d'accord de nos partenaires européens, laissez-moi continuer mon raisonnement. Ça n'a pas été fait, donc on va le mettre de côté pour l'instant. Mais moi, je vous dis que la dette telle qu'elle est aujourd'hui, il faut arrêter de se faire peur avec des taux d'intérêt qui nous sont présentés, qui en plus de ça, pour l'instant, restent négatifs si on tient compte de l'inflation. Ça ne me semble pas être la chose décisive. En tout cas, ce n'est pas la chose décisive dès lors que, en même temps, on nous propose de ne pas baisser les dépenses fiscales, que sont les cadeaux aux entreprises à hauteur de 200 milliards d'euros par an que l'on fait chaque année sans contrepartie, ou les 60 milliards de cadeaux fiscaux qu'on fait soit aux entreprises, soit aux plus riches de nos concitoyens. Voilà, je pense qu'au moins, il faudrait récupérer cet argent si on veut réduire la dette, et on fait fuir les plus riches. En tout cas, c'est ce que répond le gouvernement quand vous proposez de taxer davantage les entreprises. Dans un entretien à l'Obs, François Hollande propose de taxer les plus riches pour faire 10 à 15 milliards d'euros, pour faire rentrer 10 à 15 milliards d'euros dans les caisses. Vous dites banco, c'est ce qu'il faut faire en taxant le capital ? Il faudrait retaxer le capital au moins à la hauteur où il l'était il y a quelques années. Parce que les dizaines de milliards que l'État a perdus, justement, après, on propose de faire en sorte que ce soit des baisses des dépenses publiques, c'est-à-dire qui concernent tous les concitoyens qui les payent. Donc je pense que oui, une mesure par exemple, qui pourrait être faite, c'est ce qu'on avait proposé au moment de la réforme des retraites. C'est non pas d'imposer, mais de soumettre à cotisation les revenus des dividendes, c'est-à-dire la part des bénéfices qui est utilisée uniquement pour les intérêts particuliers des actionnaires, à la même hauteur que les revenus du travail, 17%. Si on faisait ça, par exemple, ça rapportait 40 milliards d'euros par an dans la caisse des retraites et on réglait toute la question des déficits. Donc oui, je pense qu'à partir du moment où depuis des années, il y a une politique qui, au nom de la compétitivité, consiste à alimenter sans arrêt le capital de manière proportionnellement trop importante par rapport à ce qu'il rapporte dans le pays, je crois que oui, c'est sain d'aller l'imposer à nouveau, en tout cas de revenir sur les cadeaux fiscaux qui lui ont été faits. Éric Coquerel, président insoumis de la Commission des finances de l'Assemblée, invité de France Info jusqu'à 9h, le fil info à 8h51 avec Sophie Echen. Le chef de la diplomatie européenne félicite une première étape importante après un coup de téléphone inédit entre les présidents chinois et ukrainiens hier. Le premier depuis le début de l'offensive russe. Xi Jinping affirme être du côté de la paix et prône la négociation. Un peu plus de 5,5 milliards de dollars, les bénéfices de Total Energy au premier trimestre, un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière, alors que les prix du gaz et du pétrole ont baissé en ce début d'année et malgré les grèves dans plusieurs raffineries du groupe contre la réforme des retraites. De nouvelles violences urbaines à Mayotte cette nuit où un petit bidonville a été rasé tôt ce matin, 10 maisons sans habitants permanents. C'est un coup d'accélérateur dans l'opération Wambushu selon le préfet de l'archipel. Opération qui patine depuis son lancement en début de semaine. Et puis le Paris Saint-Germain va-t-il quitter le Parc des Princes pour le Stade de France ? En tout cas, le club va officiellement devenir candidat au rachat de l'enceinte avant midi. Montant estimé 600 millions d'euros. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Avec Éric Coquerel, le président de la France Insoumise de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Hier, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics que vous avez auditionné, a promis de nouvelles baisses d'impôts pour les classes moyennes. Vous l'avez félicité ?
Non, je ne l'ai pas félicité. Alors d'abord, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il entendait par là. Alors, il m'a dit que les modalités n'étaient pas encore choisies. Donc on va attendre. Mais ça revient au sujet précédent. C'est-à-dire que si on continue à baisser les impôts, à appauvrir l'État, à un moment donné, on va nous dire il va falloir baisser encore plus les dépenses publiques. Et donc c'est les Français en général qui en pâtiront. Parce que mais il ne faut pas baisser les impôts pour les classes moyennes qui se sentent... Il y a un autre sujet. Il y a un autre sujet, mais ça ne peut pas passer comme ça par des réformettes où on essaye, j'allais dire, de baisser les impôts d'un tel ou un tel. En général, c'est les plus riches. Il y a une refonte générale de l'impôt qu'il faut faire. Par exemple, nous sommes pour un impôt sur les revenus revenir à 14 tranches. C'était ce qui était fait avant 80. Plus progressif. Bon, de façon 14 tranches qui montraient jusqu'à combien ? Ah bah ça monte. Ça pourrait aller jusqu'à 100% au-delà de De combien ? Au-delà de, je ne sais plus quel était le chiffre que vous avez annoncé, 400 000 euros par an, je crois. 100% ? Oui, au-delà ça pourrait être de 400 000. jusqu'à 100. Alors, quand on dit 100%, qu'on comprenne, ça veut dire qu'on prend les 100% Non, c'est de sur 400 000. les derniers euros gagnés dans les derniers euros, etc. Oui, ça pourrait être fait. Mais de ça, cette c'est manière, pas je vous un rappelle impôt. que Vous pensez Roosevelt... que je vous rappelle que vous pensez que ça Roosevelt, on l'a fait à passerait 90. au Conseil constitutionnel. Ça passerait au Conseil C'est pas un impôt constitutionnel. confiscatoire. Les 75% Non, de c'est François pas Hollande, ils ont forcément été retoqués. confiscatoire, donc ça peut être quelque chose qui est fait de manière proportionnelle, et on verra bien. Vous me demandez ce que nous comptons faire. En tout cas, l'impôt sur le revenu à 14 tranches qui concernerait tous les Français, mais qui serait en même temps, donc qui avantagerait, selon nos calculs, tous les gens qui gagnent en dessous de 4 000 euros net par mois, ce qui est beaucoup quand même, ce qui est pas mal, ce qui est plus de 90% des Français, et qui, en autre côté, ferait en sorte d'imposer un peu plus ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Vous savez qu'il y a une étude de l'IPP qui sort avec Bercy, qui nous explique que les 0,0001% des plus riches des Français, c'est quelques milliers de personnes, elles ont aujourd'hui, à force d'optimisation et autres, une pression fiscale de l'ordre de 0,11%. Donc oui, il y a une refonte globale à faire pour que l'impôt devienne redistributif et rapporte plus à l'État. Mais avec vous, aujourd'hui, seuls 55% des contribuables paient l'impôt. Avec vous, ce serait tout le monde. Donc oui. ceux qui ne paient pas d'impôt aujourd'hui paient de manière symbolique, par exemple, les gens qui ne payent pas d'impôt aujourd'hui pourraient payer un peu d'impôt. Mais d'un autre côté, on fera en sorte que l'impôt le plus injuste, par exemple la TVA, pèse moins dans la globalité de l'impôt dans ce pays. Vous savez que l'impôt sur les revenus, c'est plus que 20% de l'impôt global dans ce pays. Tout le reste n'est pas proportionnel, n'est pas redistributif. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça participerait à une refonte globale de la réforme. Mais vous vendez de l'autre. Qui ferait, par exemple, qu'on pourrait alléger la TVA sur des produits de première nécessité et de faire en sorte que l'impôt soit plus juste. Aujourd'hui, l'impôt est tout sauf juste, et c'est ça le problème. Éric Coquerel, Jean-Luc Mélenchon souhaite la tenue d'un sommet de la NUP la semaine prochaine. Est-ce qu'il sera là, lui ? Je ne sais pas. Je sais pas s'il doit être là, lui. Écoutez, je crois qu'il y a aujourd'hui, il y a une direction au niveau de la LFI qui va discuter, qui discute notamment Manu Bompard, Manon Aubry, etc. Donc je ne suis pas sûr que lui y sera, mais en tout cas il suit toujours attentivement ce que nous avons, et je crois que surtout ce qui m'importe avant de savoir si Jean-Luc y sera ou pas, c'est le fait que c'est eu lieu, et c'est positif que c'est eu lieu. Ça va avoir lieu, vous avez déjà des réponses ou pas ? D'après ce que j'ai compris, tout le monde sera là pour discuter, donc c'est plutôt positif. Et c'est positif pourquoi ? Parce que l'idée est de faire en sorte qu'aux Européennes, on essaye déjà d'être ensemble, ce qui, à mon avis, serait meilleur pour aborder la suite, c'est-à-dire les élections locales et surtout les élections nationales à venir, parce que je crois que la NUPES, c'est-à-dire l'unité sur un programme de rupture, c'est ce qui peut effectivement nous permettre de gagner dans les années à venir. Yannick Jadot dit que l'écologiste, ça ne sert à rien de faire une liste commune aux Européennes, puisque c'est un scrutin à la proportionnelle. Oui, mais donc il n'y a pas d'effet d'entraînement quand on arrive en tête. Je connais la position de M. Jadot, mais on verra bien ce que décide Europe Écologie. Il y a quelque temps, ils n'ont pas l'air très la position globale d'Europe Écologie il y a quelque temps, c'était on veut partir seul. Aujourd'hui, on voit bien, j'ai entendu M. Bayou il y a quelque temps, j'ai entendu Mme Rousseau, on voit bien qu'il commence à y avoir des ouvertures. Moi, je souhaite qu'on aille jusqu'au bout. Pourquoi ça serait nécessaire ? C'est qu'on est dans un moment, vous le voyez bien, où on a un gouvernement qui est minoritaire dans le pays, qui est minoritaire à l'Assemblée nationale, qui impose ses vues, qui essaye de construire son opposition dans l'extrême droite. On n'arrête pas de nous dire celle qui va gagner les prochaines élections, celle qui pourrait menacer M. Macron, c'est Mme Le Pen et l'extrême droite. Eh bien, si la NUPES veut pouvoir jouer un rôle et devenir majoritaire et gouverner ce pays dans l'avenir, eh bien, je pense que ça passe par le fait de faire des démonstrations. Et les Européennes, vous parlez une démonstration de notre unité pour permettre, pourquoi pas, qu'on soit en tête à la fin des Européennes. Vous parlez de stratégie électorale, mais il y a la question du fond, des convictions. Bien sûr. Si vous partez tous ensemble aux Européennes, ça veut dire que vous mettez sous le tapis vos divergences par rapport à l'Europe. Les écologistes veulent une Europe fédérale. Vous, au contraire, vous voulez désobéir aux traités. Ouais, franchement, sur le fond, on n'est pas en accord désobéir aux traités, je vous fais remarquer que ça fait partie du socle de notre programme pour les législatives. On a tous admis, parce que ce qui nous unit tous,
que ce soit Europe Écologie, le Parti Socialiste, le Parti Communiste ou nous, c'est qu'on dit que l'Europe telle qu'elle se construit aujourd'hui, ça ne va pas. Et que les traités libéraux, mais ça les ne va autres pas non disent plus. plutôt Donc, on va la changer de l'intérieur. Il faut rompre pour changer cette situation. Mais on est tous d'accord en même temps pour dire qu'il faut construire, qu'on est pour un projet européen. Mais déjà, ça nous unifie. C'est-à-dire qu'on est bien pour rompre avec l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Vous ne pensez pas que vous risquez justement de perdre des électeurs de gauche qui ne seront plus pour qui ils votent? Justement, après, la question, c'est de savoir quelle est l'utilité de telle ou telle élection. Là, par exemple, c'est des parlementaires européens. Est-ce que c'est les parlementaires européens qui décident ou pas d'une forme de construction européenne, par exemple du fédéralisme? La réponse est non. Ce n'est pas là où ça se décide. Donc on peut peut-être avancer comme on l'a fait pour les législatives, en regardant concrètement ce qu'on peut faire ensemble au Parlement européen. On peut par exemple décider de fonds propres supplémentaires, comme la taxation des capitaux pour qu'il y ait un budget européen plus important pour la transition écologique. On peut aussi, on l'a fait, se battre par exemple une requalification des travailleurs de plateforme en travailleurs salariés. On peut mettre certains sujets sur lesquels on se retrouve déjà la plupart du temps. Donc regardons concrètement, élection par élection, ce qu'on peut faire ensemble. Et je crois que pour les Européennes, on doit être capable, même si sur le fond, sur l'avenir de l'Europe, sur sa construction politique, on continue à avoir des accords, mais ce n'est pas ça qui nous empêche de voter les mêmes lois et les mêmes directives au Parlement européen. Merci à vous, Éric Coquerel, président insoumis de la Commission des finances de l'Assemblée, invité de France Info. Bonne journée.